Bonjour, merci tout d'abord à l'UPE13 de me recevoir pour cette place des entrepreneurs. Je vais me présenter brièvement, je m'appelle Jean-Claude Sarméjane, je suis président de l'Union maritime et fluviale de Marseille, FOS d'ailleurs. Cette Interpro représente 450 entreprises environ et 25 métiers. Je remercie mes invités d'être présents ce matin et je vais déjà leur demander de se présenter. Léa. Merci pour ces moments d'échange. Je suis Léa Loriquet-Ventura et je suis la nouvelle déléguée générale de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Merci Léa. Mathieu. Donc Mathieu Sors, moi je suis directeur des terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer, donc de la société LNJ, depuis maintenant 5 ans. Et Pierre. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Pierre Mingui, je suis le directeur commercial et marketing de Corsica Linea, la compagnie maritime qui relie la Corse au continent. Parfait. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. En fait, nous allons échanger sur notre futur proche, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la sortie de crise. Alors on va essayer d'évaluer si on va vers une sortie de crise ou pas. On ne s'interdit pas de penser à ce qu'on a vécu aussi. Et ce bref retour en arrière nous permettra sans doute de mieux envisager la sortie. Alors, je vais donner la parole à Léa, honneur aux dames finalement, et dis-nous ce que tu penses et comment tu vois les choses. C'est une question très vaste. Je vais essayer d'être brève et synthétique. C'est vrai qu'au sein de l'Union maritime et fluviale, on peut retirer une chose qui est assez positive malheureusement de cette crise. Je pense que c'est la cohésion. Cette cohésion et cette synergie de place qu'on a vraiment vu ces derniers mois et qui a fédéré finalement l'ensemble des entreprises de la place. Donc je pense qu'il faudra capitaliser dessus pour cette sortie de crise. Je pense que l'Union maritime et fluviale a été présente pour les entreprises qu'elle représente. On peut le voir et on l'a vu notamment sur l'import de masques pour l'ensemble des entreprises de la place, mais il y a également plein d'autres actions et je pense qu'on va redoubler d'efforts avec cette sortie de crise puisqu'on a tous les projets qui ont un peu été mis en stand-by malheureusement pendant la crise sanitaire et l'ensemble des nouveaux projets que les entreprises veulent mener dans le cadre de cette relance. Donc on peut citer notamment le plan de relance national, on peut citer le contrat d'avenir également. Donc il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits dès la rentrée. Donc je pense que l'Union maritime va être au cordeau pour essayer de mener l'ensemble de ces projets à bien. Bon, merci Léa pour ce début de réunion ou de présentation. Pierre ou Mathieu, à votre choix. Allez-y, on va être assez relax sur ça. Il faut qu'on échange de manière... Oui, alors de notre côté, j'abonderai en disant qu'effectivement la crise a montré qu'on devait être agile, je pense, dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité. Et en ce qui nous concerne, effectivement, ça a été le cas. Donc on a beaucoup appris sur la nécessité d'avoir un corps social fort au sein de l'entreprise et la nécessité de s'adapter au mieux aux différentes vagues qu'on a connues. Et je dirais que la sortie de crise, c'est aussi ça, c'est continuer à capitaliser sur ce qui a été fait ces derniers mois. Et puis en ce qui nous concerne, la crise nous a montré également que nos 3 axes stratégiques sont la satisfaction client, la transition énergétique et l'engagement sociétal étaient absolument clés. Et dans la période qui s'ouvre, on va aller encore plus loin pour renforcer ces 3 piliers. Ok, parfait, merci Pierre. Mathieu, alors nous, j'ai tendance à dire à chaque fois qu'on est un peu des extraterrestres de la crise parce qu'on a traversé cette crise du mieux possible, c'est-à-dire qu'on a réussi à tenir finalement nos objectifs financiers et commerciaux. Ça a été possible grâce à quoi? Ça a été possible, tu le disais, grâce à... une bonne relation avec le corps social, c'est-à-dire les organisations syndicales, les salariés. Ça a été compliqué au début. Alors, on a eu l'avantage de connaître la crise avant la crise, parce qu'on avait beaucoup de trafic avec l'Italie. Et donc, ce qui venait d'Italie, nous, en France, c'était pas encore... ça n'allait pas nous toucher, etc., etc. Et on a bénéficié, alors c'est bête de dire, mais du H1N1, parce que
nos collègues de Montoire, on a un terminal à Montoire, avaient conservé 30 000 masques. Et donc on a commencé avant la crise avec des masques à disposition pour nos équipes, ce qui nous a au demeurant permis de donner tous nos FFP2 au corps médical dans cette période. Donc on a traversé cette crise avec beaucoup de responsabilités, même si ça a été compliqué, la question de fermer avec l'Italie, la question d'arrêter les trafics avec l'Italie, etc. Et finalement, on s'est retrouvé, je dirais, renforcé par cette crise parce qu'on est avec une solidité financière là. Et surtout, par rapport à ce que disait Léa, c'est nous, on a continué à investir dans les projets. C'est-à-dire qu'on a dit, il n'y a pas de stop and go. On n'a pas bénéficié des aides de l'État sur cette période, n'ayant pas d'impact conséquent sur le chiffre d'affaires. On a dit, il n'y a pas de raison qu'on aille taper dans les caisses de l'État, qu'on a payé nos équipes, on a mis personne au chômage partiel. Et on a continué d'investir sur 2 items, le développement, où là on a investi à la fois sur du report modal, c'est-à-dire sur les camions, le transport de GNL par camion, sur nos futurs moyens d'avitaillement des navires, donc sur le site de Tonquin, sur le train. Alors là on n'a pas encore investi, mais on est en train de travailler sur la capacité à investir là-dessus. Et puis on avait un gros programme de rénovation du site de Tonquin qui a été lancé, même si la crise arrivait. Et de l'autre côté, ça c'est ce que tu disais, c'est on investit dans la transition énergétique au sens où on essaie de réduire nos impacts. Et donc on a investi aussi bien sur des modules qui nous permettent de réduire nos émissions de CO2, de réduire notre impact chloration, de réduire notre consommation énergétique. Et sur la chloration, typiquement, parce que nous on croit que la reprise elle se fera aussi par l'innovation, c'est on va mettre enfin de manière industrielle une brique d'innovation qu'on a testée depuis 5 ans qui permet aujourd'hui de partir du chlore, enfin en tout cas de se détacher du chlore et d'aller vers ce qu'on appelle les biopolymères, donc des molécules de sucre. Je pourrais revenir, mais là je peux y passer 3 heures, donc je ne vais pas le faire. Mais qui permet de dire, demain, à l'horizon début d'année prochaine, substituer 90% de ce qu'on utilise comme chlore en autre molécule. Voilà, donc on a investi là-dedans, en gros sur une période de 2 ans, je dirais, enfin depuis le début de la crise, c'est à peu près 30 millions d'euros d'investissement qui ont été soit décidés, soit lancés. Et notre conviction, c'est que c'est en investissant dans l'avenir, en investissement dans les nouveaux marchés. Alors, j'ai un business peut-être plus résilient, plus facile. L'énergie, on avait besoin même pendant la crise, c'est comme ça. Si on arrête l'énergie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'on a un système qui est assez résilient. Et on est persuadé que si on avait arrêté d'investir, on était amené à endommager finalement notre capacité de rebond. Voilà, donc on est sur un contexte assez favorable. Bon, Pierre, après les propos de Mathieu, moi je retiens quelque chose, c'est que l'innovation, et je vais rajouter le verdissement aussi, sont aussi des briques importantes, me semble-t-il, chez Corsica Linea. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement. Alors, en ce qui concerne l'innovation, je vais commencer par le client, puisque je disais tout à l'heure, la satisfaction client, c'est notre premier pilier. On met vraiment le client au cœur de toutes nos décisions. Et pendant la crise, on a pris des décisions assez innovantes, notamment pour digitaliser encore plus vite notre relation. Comme vous pouvez l'imaginer, le 15 mars l'année passée, quand on s'est tous pris le mur du Covid, il y a des milliers de personnes qui nous ont appelés dans notre call center pour savoir ce qui se passerait dans les prochains mois. Et bien évidemment, on n'était pas capable de répondre à tout le monde. Donc ça c'est un exemple, mais on a dû mettre en place un certain nombre de processus digitaux sur notre site pour faire en sorte qu'on soit capable de donner de l'information en temps en heure à nos clients. En ce qui concerne le verdissement, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus. Je dirais que c'est pas nouveau. On a démarré il y a déjà 3 ans avec un certain nombre d'initiatives fortes pour construire un mix énergétique. Et je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est que avec le dispositif Senac, on branche désormais 3 de nos bateaux à Marseille, à quai pendant les escales. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif pour nettoyer les fumées des cheminées. Donc là, on a 5 de nos bateaux qui en sont équipés. Et puis, le troisième levier très fort, c'est qu'on a un bateau neuf au GNL qui est en commande. Et vous parliez tout à l'heure des décisions importantes pendant la période Covid. On a décidé de maintenir cet investissement. Ce n'était pas une décision facile. Et donc, ce nouveau bateau arrivera en fin d'année prochaine au sein de notre flotte. Et donc, on est très fiers, effectivement, d'avoir réussi à maintenir ce cap pendant toute la période parce qu'on est persuadé que ça va nous permettre de repartir plus fort aussi, armé de ces différentes décisions
et en particulier sur la transition énergétique qui est fondamentale. C'est un sujet qui est véritablement porteur à Marseille. Au-delà de porteur, il est finalement il est en train de devenir notre ADN. Nous avons un territoire qui est riche à ce point de vue-là. J'aimerais que Léa nous dise quelques mots sur ces sujets-là. La transition énergétique, c'est une des forces de Marseille. Marseille fausse s'entend, hein, Oui. Léa, évidemment. C'est le territoire dont il s'agit. Mais bon, dis-nous quelques mots là-dessus. Je voudrais juste peut-être recontextualiser ce sujet qui est très important en effet, parce que en fait, dans le cadre de la relance dont on est en train de parler, en fait, on a une relance au niveau de nos territoires, au niveau national, au niveau européen et aussi au niveau international. Donc on ne peut pas passer à côté de cette relance et on est obligé d'aller aussi vite finalement que les autres. Donc je pense que c'est important de le souligner. Et c'est le cas finalement dans le cadre de la transition écologique, énergétique, climatique. On a beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire des investissements sur ces sujets-là. Donc c'est super, on est en train de devenir un vrai hub européen de la transition écologique. En tout cas, c'est ce vers quoi on aspire, puisqu'on le sait, en Méditerranée et sur certaines places européennes, c'est déjà le cas. Mais je pense qu'on n'est pas en retard. Je pense qu'il y a beaucoup de belles initiatives qui sont en train d'être menées. L'objectif, c'est que, en tout cas, l'Union maritime et fluviale devienne finalement permettre de coaguler l'ensemble de ces initiatives et permettre de faire prospérer l'ensemble de ces projets en parlant d'une même et unique voix, ce qui ne serait pas le cas en fait si cette union n'existait pas, puisqu'en fait chaque entreprise aurait ses propres projets et on passerait finalement à côté de cette renommée de hub environnemental auquel on a toutes les chances sur lesquels on a toutes les chances de prospérer. Aujourd'hui, on le voit d'autant plus dans le cadre de la relance et des investissements qui sont en train d'être menés. On devient finalement, en tant qu'Union maritime, un acteur important, puisqu'on est finalement le levier qui permet, en tout cas qui aide à favoriser les investissements, puisqu'on parle finalement avec les institutionnels tant au niveau local qu'au niveau national. Donc, en tout cas, on favorise ces investissements. On est conscient qu'ils existent. On sait qu'ils vont qu'ils vont se multiplier dans les années à venir. Et on espère, en tout cas, être à la hauteur de ce qui se passe aussi au niveau européen et international. Pourquoi pas devenir un hub de la transition comme Los Angeles peut l'être déjà aujourd'hui. Je crois qu'en finalement, on se le souhaite un peu. Mais je voudrais revenir sur le territoire industriel avec Mathieu. On a donc un terminal gaz qui est, je ne sais pas si tu vas me dire encore quelques mots, mais je vais aussi parler un petit peu d'ArcelorMittal et de son verdissement, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a de très gros projets industriels qui se développent chez ArcelorMittal sur une capacité à réduire leurs émissions carbone d'ici 2030. Cet effort industriel, c'est aussi de la durabilité pour nos industries. On est sur un territoire effectivement extrêmement actif sur ces sujets-là. On a deux ports, finalement deux bassins. J'ai dit deux ports, mais c'est pas joli, c'est deux bassins. On a deux bassins à l'est et l'ouest. À l'est, finalement, des passagers, la croisière qu'on peut aborder parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. La croisière aujourd'hui est à l'arrêt, elle va redémarrer, j'imagine, avec une forme de complexité liée au Covid et finalement à l'acceptation de la croisière à Marseille. Et on a sur le port ouest des industries. Alors quand on dit industrie, on dit pollution, mais ce n'est pas forcément exact. C'est vrai et faux. Ça veut dire que l'industrie peut aussi se verdir. Et c'est le cas de cette usine sidérurgique qui, je le rappelle, produit à peu près 4 millions de tonnes d'acier par an, et avec une très grosse importation de charbon et de minerais. Et aujourd'hui, je ne vais pas remplacer l'industriel dans ses propos, mais il me semble qu'à l'horizon de 2030, c'est une réduction de 30%. Donc des émissions carbone. C'est extrêmement considérable de noter ça. Et ce qui permet aussi d'envisager un territoire industriel qui peut se développer à terme. Et on va en parler éventuellement avec Mathieu sur ce développement industriel de l'ouest du territoire. Alors, je ferai un petit parallèle avec une table ronde à laquelle j'ai participé la semaine dernière. Le thème, c'était, alors le titre, c'est peut-être que je me trompe, mais ça voulait dire ça, c'est les ports de 2021 seront verts ou ne seront plus. Et pour moi, c'est ce que tu dis, c'est les industries, c'est pareil. C'est-à-dire que j'estime aujourd'hui
qu'une industrie qui n'est pas engagée dans la RSE, qui n'est pas engagée dans l'écologie, etc., c'est une industrie qui va disparaître pour plusieurs raisons. Un, ce sera peut-être la réglementation qui va l'imposer. Et deux, ça sera sa capacité à trouver aussi des nouveaux candidats, des nouveaux salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne raisonnent plus comme les jeunes d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans leurs critères, il y a aussi quel est l'impact de cette entreprise dans l'environnement, l'écologie, la transition énergétique, etc. Donc, Arcelor, pour moi, fait comme les autres. Alors après, on peut toujours dire c'est pas assez vite, c'est pas assez, on aurait pu le faire avant. Enfin, on peut toujours réécrire l'histoire. Maintenant, c'est plutôt de regarder le présent et le futur. Et une société comme LNG, on pourrait s'asseoir un peu sur nos acquis. Hein. Le GNL, tu en as parlé. Aujourd'hui, il y a 2 ans, on était sur l'œuf et la poule. Pour faire des navires au GNL, il faut du GNL qui puisse aller avitailler dans la rade de Marseille. Alors nous, on disait à nos clients, oui, mais il faut qu'on ait un engagement pour faire les investissements. Nos clients nous disaient il faut une pompe à essence pour qu'on investisse. Donc à la fin, personne le port au milieu de tout ça, levait la main en disant comment on va vous aider. Et puis on a fini par décider des investissements à Fos-Cavaou, donc dans un des terminaux, pardon. C'est très français tout ça. Il y a 2 ans, en disant ça y est, l'œuf et la poule c'est sorti, il n'y a plus à réfléchir, maintenant c'est aux armateurs de faire en sorte que. Et on a eu des gros décideurs, hein. Il y a Corsica Linea, il y avait Costa Croisière qui avait fait auparavant, CMA CGM l'a fait, MSC l'a annoncé. On va avoir des navires, plusieurs navires, d'ici à l'année prochaine. On en est déjà en rade, mais on en aura plusieurs qui avitailleront depuis le terminal de soit Tonkin ou Cavaou. Et donc, on est sur... il n'y a pas d'alternative à la carburation maritime au GNL. Alors, il y a les filtres à particules maintenant, enfin les scrubbers, c'est ce que j'appelle filtres à particules, mais c'est une solution. Est-ce qu'elle sera résiliente à la réglementation? Tout restera à regarder la réglementation, mais il n'y a pas d'autre alternative. Moi, je ne suis pas pour une mono-énergie, hein, l'électricité hackée, pour les navires qui ont un certain âge. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il faut passer tout au gaz. Je pense que toutes les solutions sont bonnes, que ça aille du scrubber à l'électrification au GNL. Maintenant, celle qui répond en disant « je le fais hacker en mer », c'est le GNL. On peut dialoguer pendant des moments, mais à un moment, mais c'est comme ça. Par contre, on pourrait se dire, voilà, on reste sur nos acquis, on est à peu près tranquille, je pense, pendant 20 ans. Voilà, 20-30 ans avant d'avoir une solution alternative. Certains parlent d'hydrogène, certains, etc. Aujourd'hui, l'hydrogène, si vous prenez un croisiériste, il faut virer les 3/4 des passagers pour mettre la même contenance en hydrogène, pour faire le même... donc il faut vraiment de la croisière de luxe pour que ça marche. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Peut-être que demain, on arrivera à traiter cette situation, mais voilà, ça c'est la situation initiale. Et ce qu'on regarde, nous, c'est on se dit, il faut qu'on donne confiance à nos actionnaires, enfin à nos clients, pardon, c'est de dire, quand vous investissez sur un navire pendant 40 ans, il faut que ça marche pendant 40 ans. Si dans 20 ans, je lui dis, il n'y a plus de GNL, je ne suis pas sûr que ça va être un accueil très fort. Et donc, on travaille maintenant, dès à présent, sur du bio-GNL. Donc, comment on verdit encore le GNL, hein, et donc on traite la brique CO2, parce que le GNL traite toutes les autres briques, hein, les monoxydes d'azote, de soufre et les particules fines. Comment on traite plus profondément le CO2. Et on investit aussi dans d'autres, alors tu as parlé d'Arcelor, mais globalement, dans d'autres gaz, c'est-à-dire comment on peut travailler, nous, sur des briques de captation, liquéfaction CO2, comment on peut travailler sur l'hydrogène, comment on peut travailler sur le bio-GNL, le e-méthane, etc. L'idée, c'est qu'on en a, nous, chez LNG, c'est que demain, un terminal ne sera pas un terminal méthanier, ça sera un terminal multigaz, et on sera capable d'offrir à nos clients, enfin aux clients de nos clients, toutes les solutions possibles, les gaz dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, la problématique d'Arcelor, si on prend Arcelor, c'est ces émissions de CO2. Et ces émissions de CO2, si demain, on arrive à en capter et à le réutiliser, parce que c'est un intrant sur les procédés de chimie ou d'autres procédés, eh ben, je pense qu'on aura un circuit court et quelque chose de très efficace, quoi. Moi, Pierre? Oui, juste, je voudrais rebondir sur ce que Mathieu disait. Effectivement, l'un des enjeux, c'est que l'écosystème avance à peu près à la même vitesse, hein, puisque, évidemment, cette mutation dont on parle tous s'inscrit dans le temps. Ce sont des mutations assez nouvelles pour tous les acteurs. Et donc, il faut cette solidarité pour qu'on puisse avancer de concert, de façon à ce que les choix pertinents soient faits, puisqu'encore une fois, ce sont des choix qui concernent les 30 ou 40 années à venir. Et donc, pour moi, ça, c'est un sujet essentiel, effectivement, qu'il y ait un écosystème qui avance conjointement sur l'ensemble de ces choix stratégiques. Et c'est évidemment très, très complexe.
Moi, d'abord, je tiens à vous remercier de participer à ce débat. Et je vais retenir 3 mots pour conclure. On va dire résilient, innovant et vert. Et je crois qu'on aura fait, finalement, on a notre tripode sur lequel on va pouvoir s'appuyer et avec le soutien de l'État au travers de son grand port maritime. Je rappelle, c'est un port d'État. J'espère que nous aurons les moyens et en tout cas, nous avons la volonté d'aller au bout de ce sujet-là. Merci à tous les 3. Merci. Merci. Merci.